À la fête d'anniversaire de ma nièce, ma fille de 3 ans s'est exclamée avec enthousiasme, « Je veux du gâteau, moi aussi !» Ma belle-sœur a crié, « Maîtrise ton gosse insupportable !» Quand ma fille a continué à demander, elle lui a jeté tout le gâteau au visage, la faisant tomber et se cogner la tête contre la table. Le sang a commencé à s'accumuler alors qu'elle perdait connaissance. Ma belle-mère a crié, « Ramassez-la, tout simplement. On ne peut pas avoir de drame à la fête de ma précieuse petite fille. » Je n'ai pas discuté, j'ai appelé le 911, et quand ils m'ont donné le rapport médical, je me suis assuré de ruiner complètement ma belle famille. Maintenant, je suis Amanda, et voici l'histoire de la façon dont un moment horrible a tout changé. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois, elle est servie avec un accompagnement de justice qui se fait attendre depuis longtemps. C'était censé être une simple fête d'anniversaire. Ma nièce, Ava, allait avoir 5 ans, et ma belle-sœur, Mélissa, préparait cette célébration parfaite depuis des semaines. Mélissa a toujours eu besoin de tout faire en fonction des apparences, les décorations dignes de Pinterest, l'élégant gâteau à 3 étages de la pâtisserie la plus chère de la ville, les cadeaux de fête coordonnés qui coûtaient probablement plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Mon mari, Ryan, et moi sommes arrivés avec notre fille de 4 ans, Chloé, qui sautait presque de joie. Elle parlait de la fête d'Ava depuis des jours, demandant s'il y aurait du gâteau et si elle pourrait jouer avec les autres enfants. Chloé a toujours été une enfant si douce et bien élevée, curieuse et enthousiaste, mais jamais exigeante ni perturbatrice. La fête battait son plein lorsque nous sommes arrivés chez ma belle-mère, Eleanor. Le jardin avait été transformé en ce qui ressemblait à une scène de conte de fées, avec des arches de ballons et un buffet de bonbons. Eleanor n'avait épargné aucune dépense, comme d'habitude. Elle avait toujours préféré les enfants de Mélissa aux miens, indiquant clairement qu'Ava et son jeune frère, Tyler, étaient les vrais petits-enfants, tandis que Chloé était en quelque sorte moins importante parce qu'elle n'était pas l'enfant de Mélissa. Pendant la première heure, tout semblait bien se passer. Chloé a joué gentiment avec les autres enfants, partageant des jouets et suivant tous les jeux de fête. Elle passait un moment merveilleux, son petit visage rayonnant de joie alors qu'elle participait à la chasse au trésor et à la chaise musicale. Puis vint le moment du gâteau. Mélissa a demandé à tout le monde de se rassembler alors qu'elle se préparait à couper la magnifique création qu'elle avait photographiée sous tous les angles. Le gâteau était une œuvre d'art, 3 étages recouverts de roses en fondant et de paillettes comestibles, avec le nom d'Ava écrit en caractères élaborés sur le dessus. Tous les enfants étaient assis aux petites tables, les yeux écarquillés d'anticipation. Chloé était assise à l'extrémité d'une table, attendant patiemment son tour comme tous les autres enfants. Alors que Mélissa commençait à couper le gâteau et à servir d'abord la fille dont c'était l'anniversaire, Chloé leva sa petite main et s'écria de sa douce petite voix, « Je veux du gâteau, moi aussi !» C'était une chose si innocente et normale pour une enfant de 4 ans. Elle n'était ni exigeante ni impolie, juste excitée et exprimant ce que chaque enfant à la fête pensait. Mais la réaction de Mélissa a été immédiate et vicieuse. « Maîtrise ton gosse insupportable » a-t-elle crié à travers la cour, son visage se crispant de rage. Ce n'est pas à propos d'elle. Elle doit apprendre les bonnes manières. J'étais choqué. Mélissa, elle est juste excitée. Elle a 4 ans. Je me fiche de son âge, a continué Mélissa, sa voix devenant plus forte. Elle est perturbatrice et gâche la journée spéciale d'Ava. Ryan s'avança, essayant de désamorcer la situation. Allez, Jess, c'est juste une petite enfant qui demande du gâteau comme tout le monde. Mais Mélissa était déraisonnable. Son visage était rouge de fureur, et je pouvais voir les autres parents commencer à se sentir mal à l'aise. Certains tiraient leurs propres enfants plus près d'eux, sentant la tension dans l'air. Chloé, confuse par les cris, regarda nerveusement autour d'elle, puis demanda à nouveau, sa voix plus petite cette fois, « Est-ce que je peux avoir du gâteau, s'il vous plaît ?» C'est alors que Mélissa a complètement craqué. J'ai dit non. Elle a hurlé, et avant que quiconque ne puisse réagir, elle a ramassé tout le niveau inférieur du gâteau, cette pièce massive et lourde qui devait peser plusieurs kilos, et l'a jetée directement sur ma fille de 4 ans. Le gâteau a frappé Chloé en plein visage avec une force incroyable. L'impact a été si violent qu'il l'a fait tomber en arrière de sa chaise. Elle est tombée lourdement, sa petite tête heurtant le coin de la table de pique-nique en bois avec un bruit sourd effrayant que je n'oublierai jamais. Pendant un moment, il y a eu un silence complet. Puis j'ai vu le sang. Il a commencé comme un petit filet derrière l'oreille de Chloé, mais en quelques secondes, il s'étendait sur le patio en béton sous sa tête. Mon bébé ne bougeait pas.
Elle ne pleurait pas. Elle était juste allongée là, complètement immobile, son petit corps affaissé dans une position anormale. Chloé, ai-je crié, me précipitant à ses côtés. Je me suis agenouillé à côté d'elle, craignant de la bouger mais désespéré de l'aider. Bébé, réveille-toi. Chloé, s'il te plaît. Le sang s'accumulait maintenant, rouge vif sur le béton gris. Ses yeux étaient fermés, et elle était si pâle. J'ai collé mon oreille contre sa poitrine et j'ai à peine pu entendre sa respiration superficielle. J'ai levé les yeux vers Mélissa, m'attendant à une sorte de remords, une reconnaissance de l'horreur de ce qu'elle venait de faire. Au lieu de cela, elle se tenait là, les bras croisés, l'air ennuyé. Elle n'aurait pas dû être si exigeante, a dit Mélissa froidement. Peut-être qu'elle apprendra maintenant à se comporter correctement lors des fêtes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma fille était inconsciente et saignait, et Mélissa agissait comme si c'était la faute de Chloé. Mais ensuite, ma belle-mère, Elanar, a pris la parole, et ses mots ont été encore plus cruels. Ramasse-la, Amanda, a-t-elle dit avec dédain, agitant sa main comme si elle chassait une mouche. On ne peut pas avoir ce genre de drame à la fête de ma précieuse petite fille. Tu fais une scène. Je la regardais avec incrédulité. Elanar, elle est inconsciente. Il y a du sang partout. Les enfants tombent tout le temps, a répondu Elanar en haussant les épaules. Elle ira bien, mais tu gâches la journée spéciale d'Ava avec tout ce remue-ménage. Les autres parents regardaient avec horreur, mais personne n'a rien dit. Ils étaient tous trop choqués par ce qu'ils avaient vu. Plusieurs d'entre eux rassemblaient tranquillement leurs propres enfants et partaient. J'ai regardé mon mari, attendant qu'il défende notre fille, qu'il dise quelque chose à sa famille sur leur comportement épouvantable, mais Ryan est resté là, l'air partagé entre sa loyauté envers sa famille et son inquiétude pour Chloé. Ryan, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, appelle le 911. Maintenant, Amanda, peut-être devrions-nous juste l'emmener aux urgences, a-t-il dit avec incertitude. Je veux dire, elle est probablement juste. Elle est inconsciente, ai-je crié. Il y a du sang qui coule de sa tête. J'appelle le 911 tout de suite. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro. Lorsque le répartiteur a répondu, j'ai à peine pu prononcer les mots à travers mes larmes. Ma fille, elle a 4 ans. Quelqu'un lui a jeté un gâteau et elle s'est cogné la tête. Il y a tellement de sang. Elle ne se réveille pas. Le répartiteur était calme et professionnel, me guidant à travers les étapes pour vérifier la respiration et le pouls de Chloé tout en la gardant immobile. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, et j'ai regardé les ambulanciers s'occuper de ma petite fille. Possible traumatisme crânien, ai-je entendu l'un d'eux dire dans sa radio. Nous devons l'emmener immédiatement au centre de traumatologie. Alors qu'il chargeait Chloé dans l'ambulance, je me suis retourné pour regarder ma belle famille une fois de plus. Mélissa coupait déjà un nouveau gâteau, essayant de sauver la fête d'Ava comme si rien ne s'était passé. Elanar l'aidait, bavardant avec quelques invités restants sur la façon dont certaines personnes ne peuvent tout simplement pas maîtriser leurs enfants. Aucun d'eux ne m'a même regardé alors que l'ambulance s'éloignait avec ma fille inconsciente à l'intérieur. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Chloé avait subi une grave commotion cérébrale et une fine fissure du crâne. Les médecins m'ont dit que bien que la blessure soit grave, elle avait eu de la chance. Quelques centimètres de plus à gauche, et l'impact aurait pu être fatal. Elle aurait besoin d'une surveillance et d'une thérapie attentive, mais avec le temps, la plupart des enfants se remettent bien de ce type de blessure. Je me suis assise près de son lit d'hôpital, tenant sa petite main et regardant les moniteurs qui suivaient ses signes vitaux. Elle avait l'air si petite et fragile, entourée de toutes ces machines. Les bandages autour de sa tête étaient un rappel brutal de la violence qui lui avait été faite. Ryan a finalement montré le bout de son nez le lendemain matin, apportant du café et ayant l'air penaud. « Comment va-t-elle » a-t-il demandé à voix basse. « Elle est vivante » ai-je dit sans le regarder, « pas grâce à ta famille. » Amanda, je sais que tu es bouleversée, mais... Bouleversée ? Je me suis retourné pour le regarder, et il a en fait reculé devant la fureur qu'il a vue dans mes yeux. Ryan, ta sœur a jeté un gâteau sur la tête de notre fille de 3 ans. Elle aurait pu la tuer, et ta mère a agi comme si c'était la faute de Chloé d'exister. Mélissa ne voulait pas que cela arrive, a-t-il dit faiblement. Elle était juste stressée par la fête. N'ose pas lui trouver des excuses, ai-je interrompu. Elle a délibérément blessé notre enfant, et tu es resté là sans rien faire.
Ryan passa ses mains dans ses cheveux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Amanda? C'est ma famille. Nous aussi, ai-je dit doucement, ou nous sommes censés l'être. C'est alors que j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, j'allais y faire face seul. Mon mari allait choisir sa famille plutôt que sa fille, comme il l'avait toujours fait. Les factures médicales ont commencé à arriver dans la semaine. L'hospitalisation et le traitement initial de Chloé ont coûté plus de 45 000 $. Les séances de thérapie en cours, les médicaments, les rendez-vous de suivi, cela s'ajoutait à des dizaines de milliers de dollars. Notre assurance en couvrait la plupart, mais nous étions toujours confrontés à des dépenses importantes de notre poche. J'ai appelé Melissa pour lui demander si elle pouvait aider à payer les frais médicaux, car ses actions en étaient la cause. Sa réponse a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Je ne paie rien, a-t-elle dit catégoriquement. Elle n'aurait pas dû m'embêter avec du gâteau. Si vous n'avez pas les moyens de payer les factures médicales, vous n'auriez peut-être pas dû avoir d'enfant. J'ai posé la même question à Eleanor, et sa réponse a été encore pire. Melissa traverse un divorce en ce moment, a-t-elle dit. Elle ne peut pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres pour chaque petit accident. De plus, les enfants sont résistants. Chloé se remettra. C'est alors que j'ai décidé qu'elles allaient toutes les deux payer, pas seulement financièrement, mais de toutes les manières possibles. J'ai commencé par tout documenter. J'ai pris des photos des blessures de Chloé, j'ai conservé tous les dossiers médicaux et j'ai noté tous les détails dont je pouvais me souvenir concernant l'incident. J'ai contacté les autres parents qui étaient à la fête et je leur ai demandé de rédiger des déclarations sur ce dont ils avaient été témoins. La plupart d'entre eux étaient heureux d'aider. Ils avaient été horrifiés par ce qu'ils avaient vu et voulaient s'assurer que Chloé obtienne justice. Puis j'ai appelé un avocat. David Martinez était spécialisé dans les affaires de blessures corporelles impliquant des enfants, et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a été immédiatement intéressé. Il a examiné tous mes documents et a interrogé les témoins, et en une semaine, il m'a dit que nous avions une affaire incroyablement solide. Ce n'était pas un accident, a-t-il expliqué. Votre belle-sœur a délibérément jeté un objet lourd sur un enfant de 3 ans avec suffisamment de force pour causer des blessures graves. C'est une agression, et c'est aussi une mise en danger criminelle d'un mineur. Nous avons déposé des accusations civiles et pénales. L'affaire pénale a été traitée par le bureau du procureur de district, tandis que David a poursuivi l'affaire civile pour dommages et intérêts. Mais je n'en avais pas encore fini. Je savais que Melissa et Eleanor travaillaient toutes les deux dans des domaines où leur réputation comptait. Melissa était une agente immobilière dans une entreprise haut de gamme, et Eleanor était directrice adjointe dans une école primaire locale. Je me suis assuré que leurs employeurs soient informés de ce qui s'était passé. J'ai envoyé des copies du rapport de police et des témoignages à l'agence immobilière de Melissa, ainsi qu'une lettre expliquant comment l'un de leurs agents avait violemment agressé un bambin lors d'un rassemblement familial. J'ai également tout envoyé à l'association immobilière locale, car la licence de Melissa pouvait être révoquée en raison de son comportement criminel. Pour Eleanor, j'ai contacté l'administration du district scolaire et le département de l'éducation de l'État. J'ai souligné que quelqu'un qui pensait qu'il était acceptable de minimiser la violence contre les enfants ne devrait probablement pas travailler dans une école primaire. Pendant que je montais mon dossier, j'ai également commencé à enquêter plus minutieusement sur Melissa et Eleanor. Je voulais comprendre exactement à quel genre de personnes j'avais affaire, et ce que j'ai découvert n'a fait que renforcer ma détermination. Melissa, il s'est avéré, avait des antécédents de comportement instable que sa famille avait dissimulés pendant des années. J'ai contacté son ex-mari, Tom, qui était plus que disposé à partager ses expériences. Il m'a parlé de l'ordonnance restrictive qu'il avait dû déposer lors de leur procédure de divorce après qu'elle lui ait jeté un vase lors d'une dispute. Il m'a montré des photos des ecchymoses sur ses bras là où elle l'avait attrapé, et des messages textes où elle avait menacé de lui faire payer le fait de l'avoir quitté. Melissa a de graves problèmes de gestion de la colère, m'a expliqué Tom autour d'un café un après-midi. Elle ne peut gérer aucune situation où elle n'a pas le contrôle total. Ce qui est effrayant, c'est la rapidité avec laquelle elle peut passer de charmante à violente. Une minute, elle est l'hôtesse parfaite, la minute suivante, elle jette des choses et crie. Il m'a également parlé d'incidents avec leurs enfants, de la façon dont Melissa explosait pour des infractions mineures, faisant une fois tenir leur fils de 8 ans dans le coin pendant 3 heures parce qu'il avait accidentellement renversé du jus sur sa moquette blanche. Le dossier de divorce montrait que Tom avait obtenu la garde principale, en grande partie à cause des inquiétudes concernant le tempérament de Melissa et ce que le psychologue du tribunal avait qualifié de schéma de volatilité émotionnelle inquiétant.
J'ai essayé d'avertir Ryan de son comportement envers Chloé, a continué Tom. Je pouvais voir comment Melissa regardait votre fille, comme si elle était un inconvénient, quelque chose qui détournait l'attention de ses propres enfants. Mais Ryan lui a toujours trouvé des excuses. Ces informations étaient de l'or pour notre affaire juridique. David a immédiatement assigné les dossiers de divorce de Melissa et les documents d'ordonnance restrictive. Le schéma de violence n'était pas isolé à ce qui est arrivé à Chloé. Cela faisait partie d'un problème comportemental plus large qui faisait de Melissa un danger pour les enfants. Le passé d'Elanar était tout aussi révélateur. J'ai passé des heures à éplucher les anciens procès-verbaux des réunions du conseil scolaire et à parler aux enseignants actuels et anciens de son école. Ce que j'ai trouvé brossait le portrait de quelqu'un qui régnait par l'intimidation et le favoritisme. Plusieurs enseignants m'ont parlé en privé du traitement réservé par Elanar aux élèves qu'elle jugeait problématiques. Il y a eu le cas de Marcus, un enfant de 7 ans atteint de TAA, qu'Elanar avait fait asseoir seul dans le couloir pendant une semaine entière parce qu'il perturbait la classe. Lorsque ses parents se sont plaints, elle leur a dit qu'ils devraient envisager l'enseignement à domicile s'ils ne pouvaient pas supporter les conséquences du comportement de leur fils. Puis il y a eu l'incident avec Sofia, une élève de 3e année dont la famille avait récemment immigré du Mexique. Sofia était encore en train d'apprendre l'anglais et avait parfois du mal à comprendre les instructions. Au lieu de fournir un soutien supplémentaire, Elanar avait recommandé que l'enfant redouble sa classe, disant aux parents que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour la réussite scolaire. L'histoire la plus accablante est venue de Janet, une enseignante de maternelle qui avait travaillé sous les ordres d'Elanar pendant 5 ans avant d'être transférée dans une autre école. Elanar n'avait rien à faire avec les enfants, m'a dit Janet lors d'une conversation téléphonique. Elle considérait les enfants comme des problèmes à gérer, pas comme des personnes à éduquer. Elle jouait constamment aux favoris. Les enfants des familles riches bénéficiaient d'un traitement spécial, tandis que les enfants des familles ouvrières étaient traités comme des fardeaux. Janet a décrit comment Elanar faisait des commentaires dédaigneux sur les enfants qui venaient à l'école avec des vêtements usés ou avec des cartes de déjeuner gratuites. Elle les appelait ses enfants et semblait prendre plaisir à trouver des raisons de les suspendre ou de les discipliner. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est quand elle a refusé d'autoriser un élève de 4e année à appeler sa grand-mère après qu'il soit tombé malade à l'école, a poursuivi Janet. Les parents du garçon travaillaient tous les deux à temps double, et sa grand-mère était sa personne à contacter en cas d'urgence, mais Elanar a dit qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des drames familiaux et l'a fait asseoir dans le bureau de l'infirmière pendant 4 heures jusqu'à ce que ses parents puissent quitter le travail. Forte de ces informations, j'ai contacté d'autres familles qui avaient eu des expériences négatives avec Elanar. J'ai trouvé 12 parents prêts à fournir des témoignages sur son traitement inapproprié de leurs enfants. Certaines des histoires étaient déchirantes, des enfants rentrant à la maison en larmes parce que la directrice adjointe les avait humiliés devant leurs camarades de classe, des parents à qui l'on disait que leurs enfants étaient inéducables alors qu'ils avaient simplement besoin d'un soutien supplémentaire. David était ravi de ces preuves supplémentaires. Cela montre un schéma clair de mépris pour le bien-être des enfants, a-t-il expliqué. La réaction d'Elanar à la blessure de votre fille n'était pas une aberration. Elle était conforme à son manque fondamental d'empathie envers les enfants. Pendant ce temps, le rétablissement de Chloé s'avérait plus compliqué que nous l'avions initialement espéré. Le neurologue a expliqué que les traumatismes crâniens chez les jeunes enfants révélaient souvent leur impact total avec le temps, à mesure que le développement de l'enfant progressait et que de nouveaux défis apparaissaient. Nous constatons des signes inquiétants, m'a dit le docteur Rodriguez lors d'un de nos rendez-vous de suivi réguliers. La mémoire à court terme de Chloé a été affectée, et elle montre des signes de difficulté avec les fonctions exécutives des choses comme la planification, l'organisation et le contrôle des impulsions. L'orthophoniste avait des préoccupations similaires. Chloé avait parfois du mal à trouver ses mots, et sa capacité à suivre des instructions en plusieurs étapes avait été compromise. Ce qui avait semblé être des problèmes mineurs immédiatement après l'accident était maintenant clairement des symptômes de dommages cérébraux plus importants. La bonne nouvelle est que les cerveaux des enfants sont incroyablement plastiques, a expliqué l'orthophoniste. Avec une thérapie intensive, bon nombre de ces problèmes peuvent s'améliorer considérablement, mais ce sera un long processus, peut-être des années. Chaque nouveau défi auquel Chloé était confrontée ne faisait qu'alimenter ma détermination à faire payer Melissa et Elanar pour ce qu'elles avaient fait. Il ne s'agissait pas seulement du traumatisme immédiat. Elles avaient potentiellement affecté tout l'avenir de ma fille, sa capacité à apprendre et à réussir à l'école, sa confiance et son estime de soi. Les séances de thérapie étaient déchirantes à regarder. Chloé était frustrée lorsqu'elle ne pouvait pas se souvenir d'instructions simples ou lorsque les mots ne lui venaient pas.
Elle me demandait pourquoi elle ne pouvait pas penser aussi bien qu'avant, pourquoi certaines choses qui étaient faciles auparavant étaient maintenant si difficiles. Ai-je fait quelque chose de mal, maman, m'a-t-elle demandé un jour après une séance d'ergothérapie particulièrement difficile. Est-ce pour ça que mon cerveau a été blessé? J'ai dû quitter la pièce pour me ressaisir. L'idée que ma douce et innocente fille puisse se blâmer pour ce que Mélissa lui avait fait était presque insupportable. La pression financière devenait également écrasante. Même avec l'assurance, nous étions confrontés à des milliers de dollars de dépenses de notre poche chaque mois. J'avais dû prendre un congé prolongé de mon travail pour gérer les soins de Chloé, ce qui signifiait que nous avions perdu une part importante de nos revenus au moment même où nos dépenses montaient en flèche. J'ai fait une demande d'aide par le biais de divers programmes, mais la bureaucratie était un cauchemar. Les formulaires devaient être remplis en 3 exemplaires, les dossiers médicaux devaient être soumis et resoumis, et chaque demande semblait nécessiter 3 signatures différentes de spécialistes qui étaient complets pendant des mois. Pendant ce temps, Mélissa publiait sur les médias sociaux des photos de ses vacances à Cabo avec son nouveau petit ami, apparemment indifférente au fait que ses actions avaient laissé une enfant de 3 ans avec des lésions cérébrales permanentes. La photo la montrait se prélassant au bord de la piscine, un cocktail à la main, avec des légendes sur le fait de vivre sa meilleure vie et de ne pas laisser les personnes négatives la rabaisser. Elanar n'était pas meilleure. Elle avait créé un blog intitulé La sagesse de l'expérience, où elle publiait des articles moralisateurs sur les parents privilégiés qui s'attendaient à ce que les écoles s'adaptent à tous les caprices de leurs enfants spéciaux. L'ironie de quelqu'un qui minimisait les traumatismes crâniens d'un enfant en écrivant sur les droits des parents était esséurante. C'est alors que j'ai décidé d'étendre ma campagne au-delà des procédures judiciaires. J'ai créé une chronologie détaillée des événements et je l'ai partagée sur tous les groupes Facebook locaux et forums communautaires que j'ai pu trouver. J'ai inclus des photos des blessures de Chloé, avec son visage caché pour des raisons de confidentialité, des copies des rapports médicaux et des témoignages de témoins. Je me suis assuré que tout le monde dans notre communauté sache exactement ce que Mélissa et Elanar avaient fait et comment elles avaient réagi par la suite. La réaction a été immédiate et écrasante. Les parents ont été horrifiés par ce qu'ils ont lu, et beaucoup ont partagé leurs propres expériences négatives avec les 2 femmes. Le message a été partagé des centaines de fois, atteignant bien au-delà de notre communauté immédiate. Les entreprises locales ont commencé à prendre leur distance avec Mélissa et Elanar. Le country club où Elanar était membre depuis 15 ans lui a discrètement demandé de démissionner. La boutique où Mélissa faisait régulièrement ses achats lui a dit qu'elle n'était plus la bienvenue après que d'autres clients se soient plaints de sa présence. J'ai également contacté des organisations professionnelles et des commissions d'agrément. La licence immobilière de Mélissa était en cours de renouvellement, et je me suis assuré que la commission d'agrément était au courant de ses accusations criminelles et de son schéma de comportement violent. Pour Elanar, j'ai contacté le département de l'éducation de l'État et j'ai fourni des documents sur son traitement inapproprié des élèves au fil des ans. L'attention des médias s'est intensifiée lorsqu'une journaliste locale, Maria Santos, a décidé de mener une enquête approfondie sur l'affaire. Elle a interviewé des témoins, examiné des documents judiciaires et parlé à d'autres familles qui avaient eu des expériences négatives avec Elanar dans son rôle de directrice adjointe. La série d'articles qui en a résulté a brossé un tableau dévastateur des 2 femmes. Les titres étaient brutaux: agente immobilière locale accusée d'avoir agressé un bambin, antécédent d'une directrice adjointe qui a minimisé les préoccupations des élèves et une famille demande justice après les blessures potentiellement mortelles d'un enfant. L'enquête de Maria a révélé des informations encore plus troublantes. Elle a découvert qu'Elanar avait été réprimandée par le district scolaire à 2 reprises au cours des 5 dernières années pour des interactions inappropriées avec des élèves et des parents, mais que les mesures disciplinaires étaient restées confidentielles. Le conseil scolaire, confronté à la pression du public, a finalement publié une déclaration reconnaissant des schémas de comportement inquiétants et promettant un examen approfondi des politiques du personnel. La révélation la plus dommageable est survenue lorsque Maria a obtenu des enregistrements audio de réunions du conseil scolaire où Elanar avait fait des commentaires dédaigneux sur les élèves ayant des troubles d'apprentissage et des besoins spéciaux. Dans un enregistrement, on pouvait l'entendre dire que certains enfants ne sont tout simplement pas capables de suivre le rythme des normes scolaires normales et suggérer que les parents d'élèves en difficulté devraient accepter la réalité plutôt que de faire pression pour obtenir des adaptations. Les parents de la communauté étaient indignés. Des pétitions ont commencé à circuler, exigeant le licenciement immédiat d'Elanar, et des manifestations ont été organisées devant les bureaux du district scolaire. Le hashtag Philané Henderson a commencé à être tendance sur les médias sociaux locaux. La situation de Mélissa se détériorait tout aussi rapidement. Son avocat de la défense pénale lui avait conseillé de se faire discrète,
mais elle semblait incapable de rester hors des projecteurs. Elle a accordé une interview à une station de radio locale où elle a tenté de se présenter comme la victime, affirmant que j'étais engagé dans une campagne de harcèlement vicieuse contre sa famille. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer un morceau de gâteau, a-t-elle déclaré lors de l'interview. Les enfants tombent tout le temps. Cette femme essaie de détruire ma vie à cause d'un accident. L'interview a eu un effet inverse spectaculaire. Les auditeurs ont appelé pour exprimer leur dégoût face à la façon dont Mélissa qualifiait l'incident de simple lancer de gâteau. La station de radio a reçu tellement de plaintes qu'elle a présenté des excuses publiques pour lui avoir donné une tribune pour minimiser l'agression d'un enfant. À l'approche du procès pénal, je pouvais voir les ravages que l'examen public causait à Mélissa et à Eleanor. Mélissa avait perdu beaucoup de poids et avait les ragardes chaque fois qu'elle se présentait au tribunal. Eleanor avait développé un tremblement visible dans les mains et semblait vieillir de plusieurs années en l'espace de quelques mois. Mais je n'avais aucune sympathie pour l'une ou l'autre. Chaque fois que je voyais Chloé lutter avec une tâche qui aurait dû être simple pour une enfant de son âge, chaque fois qu'elle était frustrée parce que son cerveau blessé ne pouvait pas traiter l'information comme avant, je me souvenais de la raison pour laquelle elle méritait tout ce qui leur arrivait. La semaine précédant le début du procès, l'avocat de Mélissa a approché David avec une offre de négociation de peine. Mélissa plaiderait coupable à une accusation moindre en échange d'une probation et de travaux d'intérêt général, mais pas de peine de prison. David m'a apporté l'offre, mais je l'ai rejetée immédiatement. Elle a failli tuer ma fille, lui ai-je dit. Elle a lancé un objet lourd à la tête d'une enfant de 3 ans avec une force suffisante pour lui fracturer le crâne, puis elle n'a montré aucun remords. Je veux qu'elle assume pleinement les conséquences de ce qu'elle a fait. Les informations locales ont repris l'histoire après que quelqu'un ait divulgué le rapport de police. Le titre disait « Une femme lance un gâteau sur une enfant de 3 ans et lui fracture le crâne ». L'histoire est devenue virale sur les médias sociaux, et soudain, tout le monde en ville savait ce que Mélissa et Eleanor avaient fait. Au moment où l'histoire a atteint les médias sociaux, elle avait pris une ampleur considérable. Le message Facebook original avait été partagé plus de 50 000 fois, avec des commentaires allant de l'indignation à l'incrédulité. Les utilisateurs de Twitter appelaient au boycott de toute entreprise qui continuait à s'associer à Mélissa ou à Eleanor. Quelqu'un avait même créé une pétition change.org exigeant que les deux femmes soient confrontées aux conséquences juridiques maximales possibles. La nature virale de l'histoire signifiait que les actions de Mélissa et d'Eleanor étaient discutées bien au-delà de notre petite communauté. Les blogs parentaux ont repris l'histoire, l'utilisant comme un exemple de la façon dont les adultes peuvent ne pas protéger les enfants. Les défenseurs de la sécurité infantile ont cité l'affaire dans leurs appels à des lois plus strictes protégeant les mineurs contre les agressions. La société immobilière de Mélissa ne s'est pas contentée de la renvoyer, elle a effacé toute preuve de son existence de son site web et de ses documents de marketing. Sa photo professionnelle a été supprimée, sa biographie effacée et son nom rayé de leur répertoire d'agents. C'était comme si elle n'avait jamais travaillé là du tout. L'enquête du conseil immobilier a été rapide et décisive. Ils ont suspendu sa licence immédiatement et ont entamé une procédure de révocation permanente. La présidente du conseil a publié une déclaration disant que les personnes qui se livrent à la violence contre les enfants n'ont pas leur place dans la profession immobilière, où la confiance et le caractère sont primordiaux. La situation d'Eleanor à l'école devenait également intenable. Les parents retiraient leurs enfants des classes plutôt que de risquer de les faire interagir avec elles. Les enseignants demandaient des mutations vers d'autres écoles pour éviter de travailler sous sa supervision. Le conseil scolaire était confronté à une pression sans précédent pour agir de manière décisive. Lors d'une réunion particulièrement houleuse du conseil scolaire, plus de 200 parents ont rempli l'auditorium pour exiger le licenciement d'Eleanor. Un par un, ils ont partagé des histoires d'expériences négatives de leurs enfants avec elle, des cas d'humiliation, de désinvolture et de cruauté pure et simple qui brossaient le portrait de quelqu'un de fondamentalement inapte à travailler avec des enfants. Ma fille rentrait à la maison en pleurant tous les jours pendant un mois parce que Madame Henderson lui avait dit qu'elle était stupide d'avoir besoin d'aide en maths, a témoigné une mère. Elle a 7 ans. Les enfants de 7 ans ont besoin d'aide en maths. Un autre parent a décrit comment Eleanor avait forcé son fils à déjeuner seul dans le couloir pendant une semaine parce que le garçon avait perturbé la classe, perturbation qui s'est avérée être l'enfant posant des questions parce qu'il ne voyait pas le tableau et avait besoin de lunettes. Les témoignages ont duré des heures, chacun étant plus accablant que le précédent. À la fin de la réunion, il était clair que la position d'Eleanor était totalement intenable. 3 jours plus tard, le conseil scolaire a voté à l'unanimité pour mettre fin à son emploi, avec effet immédiat. Le vote a été accueilli par des applaudissements tonitruants de l'auditorium rempli.
La société immobilière de Mélissa l'a renvoyé immédiatement. Ils ont publié une déclaration disant qu'ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un associé à la maltraitance infantile représentant leur marque. Le conseil immobilier a suspendu sa licence en attendant l'issue de l'affaire pénale. Hélène Lanard a été mise en congé administratif pendant que le district scolaire menait sa propre enquête. Les parents réclamaient son renvoi, disant qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un qui cautionne la violence contre les enfants travaille avec leurs enfants. Au fur et à mesure que l'affaire pénale progressait, je veillais à documenter tous les aspects des luttes continues de Chloé. Je tenais un journal détaillé de ses défis quotidiens, des moments où elle oubliait ce qu'elle faisait au milieu d'une phrase, des moments où elle fondait en larmes parce qu'un simple puzzle qui était facile auparavant était maintenant impossible à compléter pour elle. L'ergothérapeute, le docteur Kim, aidait Chloé à réapprendre des compétences qui avaient été affectées par sa blessure, des tâches comme nouer ses chaussures ou couper avec des ciseaux, des choses qu'elle maîtrisait avant l'accident nécessitaient maintenant plus de pratique et de patience. Sa coordination avait été affectée par la lésion cérébrale, et la regarder travailler si dur pour retrouver des capacités qu'elle avait perdues était déchirant. Elle travaille 2 fois plus dur que les autres enfants de son âge juste pour faire des choses normales, m'a expliqué le docteur Kim après une séance particulièrement difficile. La blessure a affecté la partie de son cerveau responsable de la planification motrice et de la coordination. Avec le temps et la thérapie, elle s'améliorera, mais elle pourrait toujours avoir certaines limites. J'ai enregistré ces conversations en sachant qu'elles seraient cruciales pour l'affaire civile. Chaque élément de preuve montrant l'impact à long terme des actions de Mélissa contribuerait à garantir que Chloé reçoive l'indemnisation qu'elle mérite pour une vie de défi. Le rapport du neuropsychologue a montré que, bien que la blessure de Chloé guérissait bien, il y avait certaines zones d'inquiétude. Le docteur Williams avait effectué des évaluations du développement adapté à son âge et avait constaté que Chloé présentait certains retards dans la vitesse de traitement et l'attention qui n'existaient pas avant l'accident. La bonne nouvelle est que sa blessure s'est produite alors que son cerveau est encore très plastique, a expliqué le docteur Williams lors de notre réunion. Les enfants de son âge se rétablissent souvent de manière remarquable avec une thérapie et un soutien approprié. Cependant, nous devrons la surveiller de près lorsqu'elle commencera l'école pour nous assurer qu'elle reçoit toute l'aide supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin. Le rapport estimait que Chloé aurait probablement besoin d'une thérapie continue et potentiellement d'un soutien pédagogique, avec des coûts qui pourraient atteindre $200 000 au cours des prochaines années, un fardeau important pour toute famille. J'ai fait des copies de chaque rapport médical et notes de thérapie, construisant un dossier complet qui brossait un tableau clair de la façon dont un moment de violence avait à jamais modifié la trajectoire de vie de ma fille. Chaque document était un autre clou dans le cercueil de Mélissa, une preuve supplémentaire de la destruction qu'elle avait causée. Pendant ce temps, je construisais également un dossier contre Hélène Lanard pour son rôle dans les conséquences. Bien qu'elle n'ait pas jeté le gâteau, sa réaction à la blessure de Chloé était presque aussi dommageable. J'ai recherché des précédents juridiques en matière de responsabilité des passants et de non-assistance à personne en danger dans les cas impliquant des enfants blessés. David était intrigué par cet angle. Hélène Lanard avait l'obligation légale et morale d'assurer la sécurité des enfants à cette fête, a-t-il expliqué. Sa minimisation de l'urgence médicale évidente de votre fille pourrait constituer une négligence, en particulier compte tenu de ses antécédents professionnels dans le domaine de l'éducation. Nous avons trouvé des cas où des administrateurs scolaires avaient été tenus responsables de ne pas avoir réagi de manière appropriée aux blessures des élèves. La réaction d'Hélène Lanard, me disant de simplement la ramasser alors que Chloé était inconsciente et saignait, était exactement le type de réponse que les tribunaux avaient jugé inacceptable dans des situations similaires. J'ai également découvert qu'Hélène Lanard avait menti à la police dans sa déclaration initiale. Elle a affirmé que Chloé était simplement tombée en jouant et a minimisé la gravité de ses blessures. Le rapport de police a montré qu'Hélène Lanard avait dit aux policiers que Chloé ne faisait que pleurer à cause d'une bosse sur la tête alors qu'elle était en fait inconsciente avec une fracture du crâne. Cette découverte a conduit à des accusations supplémentaires contre Hélène Lanard pour avoir fourni de fausses informations aux forces de l'ordre et pour entrave à la justice. Le procureur construisait un dossier selon lequel les 2 femmes n'avaient pas seulement causé du tort à Chloé, mais avaient ensuite activement travaillé pour dissimuler la gravité de ce qui s'était passé. L'enquête a également révélé que Mélissa avait bu à la fête. Plusieurs témoins ont mentionné qu'elle avait consommé du vin tout au long de l'après-midi, et un parent s'est souvenu en particulier qu'elle avait rempli son verre à plusieurs reprises. Un test toxicologique n'avait pas été effectué sur les lieux, mais les témoignages suggéraient que le jugement de Mélissa pourrait avoir été altéré lorsqu'elle a pris la décision de jeter le gâteau. Cette information a ouvert d'autres voies de recours en responsabilité pénale et civile. Les accusations d'agression sont devenues plus graves lorsque l'alcool était impliqué,
et l'affaire civile pouvait maintenant inclure des arguments concernant la mise en danger imprudente et la prise de décision altérée. Je passais des heures chaque soir à faire des recherches sur des affaires similaires, à la recherche de précédents et de stratégies qui pourraient aider à assurer des conséquences maximales pour les deux femmes. J'ai lu des histoires d'autres parents qui s'étaient battus pour la justice après que leurs enfants avaient été blessés, et j'ai appris les différentes façons dont les auteurs tentaient de minimiser leurs actions ou d'échapper à la responsabilité. Une affaire qui m'a particulièrement touché concernait une employée de garderie qui avait secoué un bambin, causant des lésions cérébrales similaires à celles de Chloé. L'employé avait initialement affirmé que c'était un accident, mais les images de vidéosurveillance ont montré qu'elle était frustrée par les pleurs de l'enfant et qu'elle l'avait délibérément secoué de colère. Les similitudes avec l'affaire de Melissa étaient frappantes, les deux impliquaient des adultes qui avaient perdu le contrôle et avaient déversé leur colère sur des enfants sans défense. L'affaire de la garderie avait entraîné d'importantes sanctions pénales et un jugement civil de plusieurs millions de dollars. Le précédent me donnait l'espoir que nous pourrions obtenir des résultats similaires dans notre affaire. J'ai également étudié plus en détail les antécédents professionnels d'Elle Lannard et j'ai découvert qu'elle avait été nommée défendresse dans 2 poursuites judiciaires antérieures concernant le bien-être des élèves. Les 2 affaires avaient été réglées à l'amiable avec des accords de confidentialité, mais j'ai pu trouver des références à ces affaires dans les bases de données des dépôts de dossiers judiciaires. Une affaire concernait un élève qui avait été blessé lors d'une excursion lorsqu'Elle Lannard aurait omis de suivre les protocoles de sécurité appropriés. L'autre concernait un enfant ayant des besoins spéciaux qui avait été disciplinairement puni et humilié de manière inappropriée devant ses camarades de classe. Le schéma de non-respect du bien-être des enfants devenait de plus en plus clair. David a assigné des documents des 2 affaires précédentes, arguant qu'il montrait un schéma de négligence qui était pertinent pour notre poursuite actuelle. Bien que les accords de règlement nous aient empêchés de voir tous les détails, le fait que le district scolaire ait versé des sommes importantes pour résoudre les 2 affaires suggérait que la conduite d'Elle Lannard avait été très problématique. Au fur et à mesure que la nouvelle de ces incidents précédents s'est répandue dans la communauté, l'opinion publique contre Elle Lannard s'est encore durcie. Les parents ont commencé à se demander combien d'autres enfants avaient été lésés par sa négligence au fil des ans et comment le district scolaire avait pu lui permettre de continuer à travailler malgré ces signaux d'alarme. Le conseil scolaire a été confronté à une pression croissante pour expliquer pourquoi ils avaient maintenu Elle Lannard à son poste malgré les règlements précédents. Les réunions du conseil sont devenues des affaires litigieuses, les parents exigeant des réponses sur les pratiques d'embauche et de maintien en poste du district. Lors d'une réunion particulièrement houleuse, le président du conseil scolaire a été contraint de reconnaître qu'ils étaient au courant de certaines préoccupations concernant le rendement d'Elle Lannard, mais qu'ils avaient cru qu'une formation et une supervision supplémentaires permettraient de résoudre les problèmes. Les parents étaient indignés que leurs enfants aient été mis en danger par la décision du conseil de donner à Elle Lannard plusieurs chances de s'améliorer. La révélation des incidents précédents a également attiré l'attention des responsables de l'éducation de l'État, qui ont ouvert leur propre enquête sur les pratiques de personnel du district scolaire. Le département de l'éducation de l'État a annoncé qu'il examinerait tous les cas impliquant Elle Lannard et examinerait si le district avait suivi les protocoles appropriés pour signaler et traiter les préoccupations concernant la conduite des employés. Cette enquête élargie signifiait qu'Elle Lannard était maintenant confrontée à des conséquences potentielles à plusieurs niveaux, des accusations criminelles liées à l'affaire de Chloé, le licenciement de son poste actuel, la révocation potentielle de ses titres d'enseignement et un examen minutieux des fonctionnaires de l'État qui pourrait affecter sa capacité à travailler dans l'éducation partout dans l'État. La pression se faisait clairement sentir sur les 2 femmes. Melissa avait développé une tique visible à l'œil gauche et avait perdu tellement de poids que ses vêtements pendaient lâchement sur son corps. Elle avait été forcée d'emménager avec ses parents âgés après avoir perdu son appartement, car aucun propriétaire en ville ne voulait lui louer une fois que son histoire est devenue publique. Elle Lannard ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Le stress avait exacerbé son hypertension artérielle, et elle avait été hospitalisée 2 fois pour ce que les médecins ont décrit comme des épisodes cardiaques liés au stress. Son mari, qui l'avait initialement soutenue, envisagerait apparemment le divorce alors que le scandale continuait de nuire à sa propre réputation dans la communauté. L'affaire pénale a mis près de 8 mois à suivre son cours dans le système. Pendant ce temps, j'ai vu les tentatives de Melissa de minimiser ce qu'elle avait fait devenir de plus en plus désespéré. Sa stratégie initiale consistant à prétendre qu'il s'agissait d'un accident s'est effondrée lorsque plusieurs témoins ont témoigné qu'elle avait délibérément visé le visage de Chloé avec le gâteau. Pendant le procès, le procureur a diffusé un enregistrement de mon appel au 911. On pouvait entendre la panique dans ma voix lorsque j'ai décrit ma fille inconsciente saignant sur le béton. Plusieurs jurés pleuraient à la fin. L'avocat de Melissa a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un accident, qu'elle avait seulement voulu jeter le gâteau près de Chloé,
pas sur elle. Mais les témoins ont été clairs, ils avaient vu Mélissa viser directement le visage de ma fille et jeter le gâteau avec une force considérable. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur les 2 chefs d'accusation. Mélissa a été condamnée à 4 mois de prison, à 2 ans de probation et à payer l'intégralité des frais médicaux de Chloé. Eleanor n'a jamais été accusée au criminel, mais le district scolaire l'a renvoyée après que son enquête ait conclu que sa réaction à l'incident montrait un manque fondamental de jugement et de compassion qui la rendait inapte à travailler avec des enfants. L'affaire civile a pris une autre année à être réglée. David a fait valoir que les actions de Mélissa avaient été si imprudentes et les conséquences si graves que des dommages-intérêts importants étaient justifiés. Il a fait venir des experts médicaux qui ont témoigné des difficultés continues de Chloé et des coûts associés à ses soins et à sa surveillance continue. Le jury nous a accordé 650 000 $ de dommages-intérêts. Bien que Mélissa ait dû déclarer faillite, nous avons pu recouvrer la majeure partie du jugement grâce à la saisie de ses futurs salaires et à la vente d'actifs. L'argent aiderait à garantir que Chloé ait accès à toute thérapie ou soutien pédagogique supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin en grandissant. Mais les conséquences sociales ont peut-être été les pires pour elle. Dans une petite ville comme la nôtre, tout le monde savait ce qui s'était passé. La licence immobilière de Mélissa a été suspendue pendant 2 ans au lieu d'être révoquée définitivement, mais la condamnation a rendu presque impossible pour elle de trouver du travail dans le domaine. Elle a finalement déménagé dans un autre état pour reconstruire sa carrière. Eleanor a perdu ses titres d'enseignement et n'a pas pu trouver de travail dans l'éducation nulle part dans l'état. Elle a finalement déménagé dans une communauté de retraités en Floride, incapable de supporter le jugement constant et les chuchotements dans notre petite ville. Ryan et moi avons divorcé 6 mois après l'incident. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir détruit sa famille, et je ne lui ai jamais pardonné de ne pas avoir protégé notre fille. Il a emménagé avec sa mère après qu'Eleanor ait perdu sa maison, et je le vois rarement maintenant. Chloé va beaucoup mieux maintenant, 2 ans plus tard. Elle a encore besoin d'un soutien supplémentaire pour certaines tâches, et nous continuons avec des examens réguliers pour surveiller ses progrès, mais elle s'est avérée incroyablement résiliente, et elle s'épanouit à la maternelle avec l'aide d'une merveilleuse enseignante qui comprend ses besoins. Nous avons utilisé une partie de l'argent du règlement pour déménager dans une autre ville où nous pourrions prendre un nouveau départ sans les rappels constants de ce qui s'est passé. Chloé s'est fait beaucoup d'amis qui ne connaissent pas son traumatisme passé, et elle est comme n'importe quel autre enfant de 6 ans, pleine de curiosité et de joie. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ce qui est arrivé à Mélissa et à Eleanor. Ils disent que je suis allé trop loin, que j'ai ruiné leur vie à cause de ce qui était essentiellement un moment de mauvais jugement. Mais je ne me sens pas coupable du tout. Ce que Mélissa a fait à ma fille n'était pas un moment de mauvais jugement, c'était un acte délibéré de violence contre un enfant sans défense, et leur réaction par la suite, minimisant ses blessures et refusant d'assumer la responsabilité, a montré exactement qui elles étaient vraiment. Je pense souvent à ce jour, et je suis toujours frappé par la rapidité avec laquelle tout a changé. Un moment, Chloé était une petite fille heureuse, excitée à l'idée du gâteau d'anniversaire.